Chère auditrice, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode bonus du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast, et également écrivain-poète de l'ensemble des textes présents sur le site voixpoétique.com. Je vais vous proposer aujourd'hui de nous envoler vers l'un des territoires les plus vastes que la poésie n'ait jamais exploré. La liberté. La liberté en tant que vent qui souffle depuis les premiers chants humains, puissance qui transforme les chaînes en ailes et les silences en cris. Imaginez un instant l'albatros planant au-dessus des océans. Vaste étendue liquide où aucune frontière ne contraint son vol. Imaginez maintenant le derviche tournant jusqu'à l'ivresse et dissolvant son moi dans le mouvement infini. Imaginez le moine zen traçant un cercle d'un seul geste du pinceau. Ce mouvement parfait qui ne connaît ni commencement ni fin. Eh bien, la liberté habite ces images. Mais elle les déborde infiniment. Elle est ce souffle qui anime le premier cri du nouveau-né, elle est cette révolte qui fait qu'un poète préfère l'exil au mensonge. Elle est ce silence où l'ermite choisit de demeurer loin du tumulte. Aujourd'hui, eh bien, nous n'allons pas définir la liberté parce que la définir serait déjà l'emprisonner, mais nous allons vagabonder à travers les 1000 visages qu'elle a pris dans l'imaginaire poétique universel. Que ce soit des steppes mongoles jusqu'aux ruelles de Cordoue, ou même encore des fjords scandinaves, jusqu'au désert andalou. Mais avant toute chose, partons pour les déserts d'Arabie pré-islamique, bien avant que Mahomet ne reçoive la révélation. Des poètes errants composaient des mu'allaqat, ces odes suspendues que l'on accrochait au mur de la Kaaba. Imrou al-Qaïs, prince déchu devenu vagabond, chante la liberté du bédouin qui n'a pour demeure que l'immensité du sable. Sa qasida s'ouvre sur l'évocation d'un campement abandonné où ne subsistent que les traces effacées des bien-aimés disparus. Cette ouverture rituelle dit l'essentiel. La liberté commence dans la perte, dans ce moment où les attaches se défont, où l'horizon va s'ouvrir parce que rien ne vous retient plus. Le désert devient alors une métaphore de cette liberté absolue où l'homme affronte directement l'immensité, sans médiation, sans protection, seul face aux étoiles qui guident sa marche nocturne. Eh bien, les Bédouins possédaient cette sagesse. La liberté n'est pas l'accumulation, mais plutôt le dépouillement. Elle croît proportionnellement à ce dont on se déleste. Partons maintenant à des milliers de kilomètres de là, dans les monastères du Tibet, perchés sur les contreforts de l'Himalaya. Milarepa, le yogi, composait ses chants de réalisation dans des grottes glacées où il méditait. Sa liberté ne ressemble en rien à celle du bédouin arabique. Et pourtant, il y a quelque chose de commun qui les unit. Ce qui les unit, c'est leur refus de la tiédeur. C'est le choix radical d'une voie qui effraie finalement le commun des mortels. Milarepa chante la liberté comme une dissolution du moi limité,
dans la vacuité lumineuse. Ces 100 000 chants évoquent les visions qui surgissent dans la méditation profonde. Ces dakinis qui dansent dans les cieux intérieurs, ces divinités tantriques qui ne sont autres que les aspects multiples de sa propre conscience libérée. La liberté tibétaine ne fuit pas le monde, mais plutôt le traverse pour découvrir que sa nature ultime est clair-lumière, un espace sans obstruction où tout peut se déployer librement. Je vous propose maintenant de traverser l'océan Atlantique pour rencontrer le poète Walt Whitman. Ce dernier arpente les rues boueuses de Brooklyn. Ce poète infirmier, qui soignait les blessés de la guerre de sécession tout en composant ses chants démocratiques. Whitman invente une liberté nouvelle, spécifiquement américaine, celle du moi expansif qui embrasse toutes les contradictions, tous les visages, tous les corps de cette jeune nation en devenir. Il disait « Je suis vaste, je contiens des multitudes ». Et dans cette phrase, il n'y a pas de fausse modestie. Sa liberté ne s'exprime pas dans la fuite, mais plutôt dans l'inclusion. Elle ne se place pas dans l'ascèse, mais plutôt dans l'excès. Elle n'est pas dans le retrait, mais dans l'embrassement total de la vie sous absolument toutes ses formes. Et quand Whitman écrit sur le corps, sur le désir, sur la sueur des travailleurs, eh bien, il libère la poésie américaine des contraintes puritaines. Il fait entrer dans le temple de la littérature ceux qui en étaient soigneusement exclus. La chair, la rue, le trivial transfiguré en épique à travers ces mots. Remontant maintenant le temps jusqu'aux troubadours occitans du XIIe siècle. Il y avait des poètes chevaliers qui inventèrent l'amour courtois dans les cours du Languedoc. Guilhem de Pétieux, duc d'Aquitaine, et premier troubadour dont les œuvres nous soient parvenues, eh bien, chante une liberté amoureuse qui défie les conventions féodales. Dans ce monde rigide, où tout est codifié, hiérarchisé, assigné, la fine amor invente un espace de liberté paradoxale. Le chevalier se fait volontairement vassal de la dame et renverse les hiérarchies sociales, obéit à une loi qu'il s'est lui-même donnée. Cette soumission choisie devient alors étrangement libératrice, justement parce qu'elle échappe aux déterminations sociales ordinaires, parce qu'elle crée un royaume intérieur où règnent d'autres lois que celles du seigneur féodal. Bertrand de Born, autre troubadour, quant à lui, célèbre la guerre comme moment de liberté absolue où toutes les contraintes de la vie ordinaire s'effondrent dans le chaos sanglant de la bataille. Eh bien, cette liberté terrible, dionysiaque, ne nous convient plus. Mais elle témoigne néanmoins d'une vérité. La liberté possède aussi un visage sombre, guerrier et destructeur. Partons maintenant dans les montagnes du Japon médiéval. Il y a là-bas des moines guerriers Sohei qui défendaient leur monastère contre les armées des shoguns. Parmi eux, certains écrivaient des poèmes d'adieu avant de partir au combat, sachant qu'ils ne reviendraient probablement pas. Ces jizei, poèmes de mort, expriment une liberté ultime, celle de l'homme qui a fait la paix avec sa propre disparition. Comme la rosée s'évapore, ainsi je pars, sans laisser de traces, écrivait l'un de ces guerriers
dont le nom s'est malheureusement perdu. Eh bien, cette liberté face à la mort traverse toute la culture samouraï, parce que je suis prêt à mourir à chaque instant, eh bien, je suis finalement libre de vivre pleinement chaque instant. Et le Bushido, en tant que voie du guerrier, eh bien, enseigne que la vraie liberté commence quand on a déjà accepté la mort. Quand on n'a plus rien à perdre, parce qu'on s'est déjà perdu soi-même. Partons maintenant pour les cafés enfumés de la rive gauche parisienne des années 1950, où les poètes de la Beat Generation américain côtoient les existentialistes français. Grégory Corso, poète autodidacte qui passa son adolescence en prison, eh bien, compose Ode à la bombe, où il célèbre, d'une manière totalement provocante, l'instrument de notre possible anéantissement collectif. Cette liberté de la Beat Generation refuse la respectabilité, crache même sur le confort bourgeois, et préfère la marginalité consciente à l'intégration aliénante. Corso, comme ses compagnons de route Kerouac et Ginsberg, fait de la route elle-même une métaphore de la liberté. Traverser l'Amérique en autostop, dormir dans des granges, converser avec des clochards, eh bien, c'est se libérer de l'emprise de la société de consommation, qui transforme les humains en des formes de rouage d'une machine productive abjecte. Cette liberté bohème peut sembler peut-être romantique ou même naïve aujourd'hui, mais elle portait une vérité. On ne peut servir simultanément Mammon et la poésie. Il faut choisir. Je vous propose d'écouter maintenant les voix des poètes africains, célébrant l'indépendance de leur nation. Il y a bien sûr Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal et également grand poète de la négritude. Il forgea un verbe français infusé de rythme africain, de syntaxe wolof et d'images puisées dans les traditions ancestrales. Sa liberté consiste à décoloniser la langue elle-même et à dire aux Français des choses qu'ils n'avaient encore jamais dites, à le charger de la sensibilité africaine jusqu'à ce qu'il devienne autre. La nuit noire est couleur de vie, chantait-il, renversant le racisme symbolique qui associe le noir à la mort et le blanc à la vie. Cette liberté poétique participe, à mon sens, du mouvement plus vaste de la décolonisation. Se réapproprier sa propre voix, cesser de se voir à travers le regard du colonisateur et affirmer la beauté et la dignité de sa propre culture. Partons maintenant pour les steppes infinies de Mongolie, où depuis Gengis Khan, les chanteurs épiques perpétuent la tradition du Koomey. Il s'agit d'un chant diphonique qui fait entendre simultanément plusieurs notes. Eh bien, ces bardes nomades chantent l'épopée de Djeser Khan, héros mythique qui libéra le monde des démons. Mais au-delà du contenu, eh bien, c'est le mode de vie lui-même des nomades mongols qui incarne une certaine vision de la liberté. Ne rien posséder qui ne puisse tenir sur un cheval. Démonter sa yourte en 1 heure pour suivre les troupeaux vers de nouveaux pâturages et vivre selon le rythme des saisons sans s'ancrer jamais définitivement dans aucun lieu. Cette mobilité constitue, au fond, une forme de liberté que les sédentaires ont totalement perdue. La liberté du déplacement perpétuel, de l'horizon, toujours renouvelé. Et si nous partions maintenant dans les souterrains de Prague,
ou Franz Kafka, employé d'assurance, qui écrivait la nuit, compose ces récits kafkaïens, où la liberté semble toujours hors d'atteinte. Le château qui domine le village, mais reste inaccessible, le procès dont on ne connaît jamais le chef d'accusation, la métamorphose qui transforme Grégor Samsa en vermine sans aucune raison, eh bien, tout l'univers de Kafka semble organisé pour rendre la liberté impossible. Et pourtant, par un renversement paradoxal, c'est précisément en décrivant cette impossibilité que Kafka, au fond, libère quelque chose. Il dit la vérité de l'aliénation moderne et il nomme l'innommable de la bureaucratie qui broie les individus. Il révèle que nous sommes prisonniers de ce système dont nous ne comprenons même pas les règles finalement. Eh bien, cette lucidité terrible constitue elle-même une forme de liberté. Voir clair dans sa propre servitude, c'est déjà commencer à se libérer, c'est casser ses chaînes. Et si nous partions maintenant sur le Nil, jusqu'aux sources, où le poète soudanais, Mohamed Al-Faytouri, compose ses vers de la négritude arabo-africaine. Homme du croisement, né au Soudan de parents égyptiens, il chanta la liberté des métis, de ceux qui n'appartiennent pleinement à aucune catégorie préétablie et qui, de ce fait, peuvent inventer leur propre identité. Eh bien, sa poésie mêle l'arabe classique et les dialectiques populaires, les références islamiques et les mythologies africaines pré-islamiques, créant une forme de synthèse unique. Cette liberté de l'hybride, de celui qui assume pleinement son mélange, plutôt que de chercher une forme de pureté illusoire, eh bien, préfigure les réflexions contemporaines sur l'identité fluide, multiple, choisie plutôt que subie. Allez, partons maintenant pour une traversée de l'Atlantique vers le sud, pour rencontrer César Valero. César Valero était un poète péruvien, métis, qui mourut à Paris en 1938. Ses poèmes humains expriment une liberté douloureuse, celle de l'homme qui a perdu tous ses points d'ancrage traditionnels. La foi catholique, l'appartenance nationale, la confiance dans le langage lui-même. J'ai envie de vivre toujours, il n'y a rien à faire, s'exclamait-il dans un cri qui résume toute l'ambivalence humaine face à la liberté. Ce désir ardent de persévérer dans l'être et simultanément conscience que cette persévérance n'a peut-être aucun sens. Valero invente une syntaxe heurtée, brisée, qui mime cette liberté inconfortable de l'homme moderne, jeté dans l'existence sans mode d'emploi. Envolons-nous vers les îles Caraïbes. Cet épisode ne vous coûtera pas un centime et a finalement un bilan carbone bien meilleur que si vous faisiez tous ces voyages. Alors partons donc pour les îles Caraïbes, où nous retrouverons là-bas Derek Walcott, prix Nobel de Sainte-Lucie, et qui composa une poésie insulaire qui méditera sur la liberté dans le contexte postcolonial. Ces Homéros réécrit l'Iliade en transposant l'épopée homérique dans les Caraïbes contemporaines et donnant aux pêcheurs noirs la dignité des héros antiques. Cette réappropriation de l'héritage classique européen eh bien, constitue un acte de liberté refusé d'être défini uniquement par l'histoire de l'esclavage et revendiquer aussi l'héritage culturel universel.
se proclamait héritier d'Homère, autant que des griots africains. Walcott invente ainsi une liberté créole qui ne rejette pas en bloc l'héritage colonial, mais le métabolise plutôt et le transforme, le fait sien selon ses propres termes. Et si nous allions maintenant dans les bibliothèques poussiéreuses d'Alexandrie, où Constantin Cavafi, poète grec d'Égypte, compose ses méditations sur l'histoire antique. Cavafi célèbre une liberté discrète, celle de l'esthète, qui cultive ses plaisirs raffinés, loin du tumulte politique. Ses poèmes évoquent les amours masculines, avec une franchise rare pour son époque. Cette liberté érotique, conquise dans les marges d'une société répressive. Mais Cavafi médite aussi sur les empires déchus, sur Alexandrie, la magnifique, devenue ville provinciale, enseignant que la vraie liberté ne réside pas dans la puissance politique, mais dans la capacité de créer de la beauté même au cœur du déclin. Grimpons maintenant les escaliers étroits des greniers parisiens où Paul Celan, rescapé de la Shoah, forgea une langue allemande fragmentée, trouvée de silence, chargée d'ombre. Sa liberté consistera à continuer d'écrire en allemand malgré tout, malgré que cette langue ait été celle des bourreaux. Eh bien, il crée un allemand autre, un allemand brisé et réinventé, prouvant que même la langue peut être libérée de son histoire criminelle. Cette liberté coûte infiniment cher, puisque Celan finira par se jeter dans la Seine. Mais elle témoigne d'une puissance inouïe, la capacité humaine de transformer même les instruments de mort en outils de vie. Descendons maintenant dans les mines de charbon du pays de Galles, où Dylan Thomas, poète flamboyant, mort à 39 ans, composera ses chants ivres célébrant la vie contre la mort. Il disait « N'entre pas docilement dans cette bonne nuit. Rage, rage contre la mort de la lumière. » Ce poème, qu'il a écrit pour son père, mourant, devient une hymne universelle à la liberté ultime, celle de refuser d'accepter passivement notre finitude. Thomas invente une langue anglaise saturée d'images, d'allitérations, de rythmes quasi musicaux qui miment cette ivresse vitale. Ce désir forcené de vivre qui constitue peut-être la forme première de la liberté. Transportons-nous dans les forêts du nord de la Californie, où Gary Snyder, poète bûcheron, formé au bouddhisme zen, compose ses vers écologiques. Sa liberté consistera à déserter la civilisation industrielle pour vivre proche de la nature et à refuser le mode de vie consumériste pour un dépouillement volontaire. Mais cette liberté, vous vous en doutez, n'est bien sûr pas une fuite. Elle engage plutôt une responsabilité envers la Terre, envers toutes les autres espèces, envers les générations futures. Snyder réinvente une liberté qui ne consiste plus à s'émanciper de la nature, mais plutôt à s'y réintégrer consciemment et à redevenir membre de la communauté biotique, plutôt que conquérant destructeur. Et j'espère que beaucoup entendront mon message aujourd'hui. Écoutons les sirènes maritimes du port d'Odessa, où Anna Akhmatova, aristocrate devenue poète du peuple soviétique malgré elle, résiste par le silence à la terreur stalinienne. Son requiem pour les victimes des purges témoigne d'une liberté intérieure que nulle oppression ne peut briser. Quand tous se taisent par peur, continuer à témoigner devient un acte de liberté suprême. Et Akhmatova incarne, à mon sens, cette liberté du témoin qui refuse d'oublier et qui maintient vivante la mémoire des disparus envers et contre tout. Montons
Sur les hauts plateaux andins, Pablo Neruda compose ses hauteurs de Machu Picchu face aux ruines incas. Le poète chilien médite sur la liberté des anciennes civilisations englouties. Sur ces peuples qui construisent des cités dans les nuages avant d'être anéantis par les conquistadors. Mais cette méditation sur les libertés perdues nourrit un engagement pour la liberté présente. Neruda met sa poésie au service du peuple chilien, devient la voix des opprimés, prouvant que liberté poétique et liberté politique ne s'opposent pas nécessairement. Terminons doucement ce voyage et glissons sur les canaux de Venise avec Joseph Brodsky, poète russe exilé, qui médite sur la beauté de cette cité déclinante. Son exil forcé devient paradoxalement une forme de libération. Arraché à la langue russe qu'il aime, il découvre l'anglais et enrichit les deux langues par leur confrontation. Brodsky enseigne que l'exil, comme perte terrible de la patrie, eh bien, peut aussi ouvrir des possibilités insoupçonnées et délivrer des certitudes étroites de l'appartenance nationale. Nous voici parvenus au terme de ce voyage qui, j'espère, vous aura plu. Ce voyage à travers les 1000 visages de la liberté dans l'imaginaire poétique mondial. Nous sommes passés des déserts d'Arabie aux steppes mongoles, des fjords scandinaves aux Caraïbes, des monastères tibétains aux cafés parisiens, et nous avons découvert que la liberté ne se laisse pas enfermer dans une définition unique, mais plutôt se déploie selon des modalités infiniment diverses. Chaque poète, chaque tradition culturelle, invente sa propre manière d'être libre, sa propre façon de déjouer les contraintes, de créer des sortes d'espaces de respiration dans les systèmes qui voudraient nous étouffer. Le bédouin trouve la liberté dans le désert, le moine dans la cellule, le nomade dans le mouvement perpétuel, le résistant dans le refus obstiné. Il n'y a pas une liberté, mais il y a des libertés, multiples, contradictoires parfois, mais toutes témoignent de cette capacité humaine extraordinaire de dire non au donné, d'imaginer autre chose et de créer du nouveau. Ce que j'espère, c'est que vous retiendrez de ce voyage cet essentiel. La liberté n'est pas un état qu'on possède, mais plutôt un mouvement qu'on perpétue. Ce n'est pas un repos, mais plutôt une quête qui se recommence indéfiniment. Elle demande vigilance, elle demande courage, elle demande créativité. Elle suppose d'inventer sans cesse de nouvelles formes d'émancipation, car les anciennes se sclérosent et deviennent des rituels vides, des formes de nouvelles prisons. La liberté des troubadours n'est plus la nôtre, celle des romantiques non plus. Et après tout, tant mieux. Cela signifie que la liberté est bien vivante et qu'elle se transforme. Qu'elle reste indéfiniment cette puissance dynamique qui refusera toujours de se figer. Eh bien, puissent les voix des poètes du monde entier que nous avons entendus vous inspirer à chercher votre propre voie vers la liberté, celle qui correspond à votre situation unique, à vos aspirations profondes, à ce qui fait battre votre cœur, parce qu'au fond, être libre, eh bien, c'est peut-être simplement oser être soi-même, malgré toutes les forces qui voudraient nous modeler en permanence selon leurs désirs. Et c'est cultiver cette fidélité à notre voix intérieure, eh bien, qui fait de chaque existence une aventure magnifique et singulière.
C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.